l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Après la campagne agricole 2018-2019, les micro-entreprises exploitant le soja sont à Kara pour un bilan. Elles bénéficient de l'appui du Paège SP à découvrir dans cette édition. Et le Brésil apporte également son soutien au secteur agricole togolais. Un important lot de véhicules vient d'être remis aux techniciens agronomes de l'ITRA. Et puis la 8e édition du festival Mine de Crayon, c'est fini. Durant 4 jours, le dessin et ses secrets ont été livrés aux différents participants avec un accent mis durant cette édition sur l'animation du dessin. Vous en saurez un peu plus dans ce journal. Voilà pour les titres. Des micro-entreprises spécialisées dans la production, la transformation et la commercialisation du soja bio bénéficient du soutien du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur porteur Paège SP. Et cette semaine, ces entreprises se sont donné rendez-vous à Kara pour le bilan de leurs activités durant la saison agricole 2018-2019. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonjour. Les micro-entreprises agricoles structurantes des préfectures de la Kouza, de Dangpen, de Doufelgou et de Bassar et l'entreprise Aide-toi du ciel Tedera, spécialisée dans la production du soja bio et agrégateur sur le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes, Paège SP, revisite les activités menées pour le compte de la campagne agricole 2018-2019. En tant que chef de file des clusters agro-industriels retenus par le Paège SP, l'entreprise Aide-toi du ciel Tedera s'est fixé comme objectif à travers cette rencontre de faire le bilan des activités réalisées, d'en relever les points faibles afin de leur trouver des solutions pour mieux rebondir. Nous faisons la production du soja biologique et qu'on le livre à l'usine Agrocom qui est installée à Lomé. Au niveau de la production, nous avons eu des difficultés de la mécanisation. Les producteurs emblavent de grandes superficies, mais avec les outils rudimentaires, ils n'arrivent pas à exploiter toutes ces superficies. Et au niveau de la production, toujours, les producteurs ont soulevé les difficultés au niveau du battage, vannage. Ils ont soulevé aussi les difficultés au niveau du stockage. Le projet Paège SP nous est accompagné sur le plan financier. Le Paège SP a été initié par le ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse avec l'appui financier de la Banque africaine de développement pour créer les conditions d'une croissance plus inclusive à travers l'auto-emploi dans le secteur agricole. On part toujours d'une entreprise qui existe déjà, qui a un marché et c'est à partir de cette entreprise-là que nous positionnons comme marché pour les jeunes. Et c'est autour de ces entreprises que des opportunités d'emploi sont identifiées pour les jeunes dans différents maillons de la chaîne de valeur qui est développée par cette entreprise en question. Donc ici sur le terrain, Aide-toi le ciel Tedera travaille directement avec les primo-entrepreneurs individuels, c'est-à-dire qui font 5 hectares et plus, et les primo-entrepreneurs en groupement. Dans la région de la Kara, 120 jeunes ont été accompagnés avec une enveloppe financière de 55 millions pour la production du soja bio. Quant à l'entreprise Aide-toi le ciel Tedera, elle a obtenu du Paège SP une somme de 100 millions de francs CFA pour ses activités durant la campagne agricole 2018-2019. Elle envisage de faire une production de 4000 tonnes de soja pour la campagne 2019-2020, ce qui va engendrer 1500 nouveaux emplois ajoutés aux 2000 déjà créés. L'agriculture est reconnue comme un secteur porteur et pourvoyeur d'emplois. Et le Brésil en a conscience, raison pour laquelle il soutient l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA à travers du matériel roulant. Les techniciens agronomes pourront désormais se déplacer un peu plus aisément pour soutenir les producteurs où qu'ils soient. Gérard Lagoudo pour le compte rendu. Du matériel roulant pour accompagner l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA dans la mise en œuvre de ses projets. Un véhicule double cabine de marque Toyota Hilux d'une valeur de $30 000, soit 17 550 000 francs CFA, est offert par l'ambassade du Brésil au Togo dans le contexte du projet Coton 4+ Togo. J'ai une affection énorme pour ce projet Coton 4+ Togo.
Ce projet a été d'ailleurs l'objet de ma thèse dans le cours des hautes études de l'Académie diplomatique brésilienne, présentée dans l'année 2013. Et même considérant que l'arrivée de ce pays, le Togo, au projet a été tardive par rapport aux autres 4, je suis toujours très heureux de pouvoir réitérer que la participation de l'ITRA est toujours signalée comme très effective. Félicitations à l'ITRA. En plus, nous savons que cette initiative de coopération est déjà considérée, même dans les organismes internationaux, comme un grand exemple d'une coopération sud-sud structurante et très bien réussie. À travers le projet Coton 4+, le Togo compte atteindre d'ici à 2022 une production annuelle de 200 000 tonnes contre 118 000 tonnes de coton actuellement. Une ambitieuse initiative qui renforce davantage le Togo au moment où tous les citoyens ont leur regard tourné vers la mise en œuvre du plan national de développement PND. Par l'introduction de coton 10 variétés du Brésil au Togo, nous avons fait les tests sur ces 10 variétés. Nous avons, au fil des résultats obtenus, que 2 variétés ont des fibres plus blanches que les variétés du Togo. Cela, c'est un atout très important. Donc, à partir de cet atout, avec les fibres plus blanches, nous avons la possibilité aujourd'hui de faire des croisements. Donc, ces variétés de coton, pour pouvoir les expérimenter, on a besoin de matériel pour se rendre sur le terrain. Ça va venir consolider tout ce qui est attendu à travers le PND, aussi bien pour le bénéfice des producteurs que pour la population. Donc en son axe 2, pour le développement des pôles de transformation en matière d'agriculture manufacturière, et aussi bien en son axe 3 pour l'inclusion, ne laisser personne de côté. Donc tous ces aspects sont vraiment à saluer et à remercier pour cette coopération et toutes les autres coopérations dont bénéficie le Togo. 4 nouvelles motos de marque Yamaha d'une valeur de 11 000 $ ou encore 6 435 000 francs CFA vont accompagner ce véhicule destiné à l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA dans les prochains jours. De bons conseils techniques des agronomes pour de meilleurs rendements dans les champs. Et c'est ce qu'ont réalisé justement les producteurs de Simtueta dans la Kéran. Ils viennent de vendre des tonnes de céréales à Lansat. Le compte rendu avec Nestor. À Simtueta, dans le canton de Sacré, au sud-ouest de Kanté, se trouve une coopérative du nom de Lulapsara, dont l'activité principale est la culture du maïs blanc. L'Agence nationale de sécurité alimentaire est entrée en contact avec cette coopérative pour lui acheter son produit. Lansat vient de faire un prélèvement de 50 tonnes pour une valeur de 8 millions de francs CFA. On se déplace pas dans les zones de vente, c'est des zones de production. On vient directement auprès de producteurs, des localités où on est sûr que le maïs est produit par ces producteurs. D'abord, quand on le fait, ça leur permet vraiment de véritablement les soulager et on est sûr que le maïs qu'on est en train de prendre, c'est un maïs qui vient de la zone. C'est pourquoi on vient dans les coins aussi les plus reculés pour faire nos achats. Il y a assez de réformes qui sont en train d'intervenir au niveau de notre secteur. On ne paye plus au comptant. On fait un virement. Les coopératives d'avance nous envoient leur numéro de compte. Les numéros de compte où nos agents comptables font des virements bancaires. Ils versent l'argent sur les comptes des producteurs. Lorsque c'est effectif, nous on vient prendre le stock, le tonnage correspondant au montant qui leur a été viré. Bientôt, une nouvelle campagne agricole va démarrer dans le milieu. Cette opération d'achat de Lansat a été effectuée au moment opportun, selon les producteurs de la coopérative Lulapsara. Lulapsara tient à remercier le gouvernement parce que Lansat est venu chez nous pour nous acheter, pour que nous puissions recommencer les cultures qui vont commencer maintenant. Trouver à payer l'engrais et nourrir bien nos enfants et la santé de nos enfants. Avant, les bonnes femmes viennent, c'est eux-mêmes qui donnent le prix. C'est eux-mêmes qui mesurent avec des grandes bassines. Et ça, vraiment, ça nous triche beaucoup. Au cours de son opération d'achat, Lansat a échangé avec les producteurs sur la nécessité pour eux de diversifier les cultures
pour éviter d'être dépendants d'une seule et d'associer ces cultures à l'élevage. Ces producteurs ont été aussi édifiés sur la gestion efficace d'une coopérative, sur la recherche des débouchés et sur la nécessité d'éviter les maladies des céréales, notamment l'aflatoxine. Ces rendements pourraient être meilleurs si les producteurs parvenaient également à s'adapter au changement climatique, un phénomène qui pourrait être maîtrisé. À Dapaon, les populations sont appelées à préserver justement l'environnement en utilisant des fours et foyers améliorés. Les précisions depuis Dapaon de Désiré Aloy. L'ONG Songouman dans la préfecture de Tone fait partie du consortium pour la mise en œuvre des différents projets dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC. La promotion et la vulgarisation des foyers et fours améliorés, une contribution à la réduction de la vulnérabilité climatique. Les populations de Tone échangent avec l'ONG une sensibilisation sur les différents aspects du projet, entre autres la mise en place des plantations à vocation bois énergie. Beaucoup ont accepté de planter, mais on a vu qu'il faut plutôt introduire des éléments qui puissent économiser le bois de manière sensible pour limiter la coupe des bois. Donc ce projet va fabriquer et partager 60 000 foyers et fours améliorés et le projet va se réaliser en 3 ans. En marge de ça, il va être planté 180 000 plants. Et dans la région des savanes, on aura planté 60 000 plants en 3 ans. Et donc, ces plantations vont se faire en milieu rural, par les ménages qui bénéficieront des foyers améliorés, qu'elles-mêmes vont construire grâce à leurs consoeurs qui seront identifiés, qui savent déjà le faire. Et donc, quand un ménage construit son foyer amélioré, il aura droit à un certain nombre de plants à croissance rapide pour pouvoir constituer son fagot. Le projet promoteur va contribuer à la lutte contre le changement climatique, dont la déforestation l'une des causes principales. L'Union européenne et l'Alliance mondiale contre le changement climatique soutiennent le PALCC dans la mise en œuvre des projets pour freiner le changement climatique. Des changements climatiques qui ont pour corollaire des phénomènes naturels inédits comme la vague de chaleur qui traverse notre pays depuis quelques semaines déjà. Il fait trop chaud. Qu'est-ce qui explique le phénomène et comment arriver à subir ou à vivre avec cette chaleur? Les explications dans ce dossier réalisé par Jazna Baga. Voici la courbe des températures de la ville de Lomé et de ses environs. Elle indique que depuis le début du mois d'avril, le mercure n'a cessé de grimper et frôle désormais les 35 degrés Celsius. Ceci est ressenti au niveau des populations par une lourdeur dans l'atmosphère et des bouffées de chaleur suffocantes. Ce mois avril, vraiment c'est un peu chaud. Il fait vraiment chaud, mais la température est invivable. Bon, on ne sait pas si ce sont des anomalies climatiques dont on a parlé ou comment. Qu'est-ce qui explique cette élévation des températures en pleine période de pluie dans la zone méridionale du pays? Au service de la météorologie, le phénomène est bien connu et a même un nom. Il s'agit d'une séquence sèche. Dans la zone sud-Togo, nous sommes en pleine saison des pluies. Donc cette chaleur-là ne devrait pas se faire sentir, mais comme il y a les séquences sèches, c'est ça qui entraîne cette chaleur-là. Cette entrée massive de la mousson amène ce que nous appelons la chaleur. Cette chaleur, en présence de la forte humidité qui est manquante actuellement sur la zone sud-Togo, c'est ça qui entraîne qu'il n'y ait pas de pluie. S'il y avait une forte humidité, avec la présence de la mousson qui est un vent chaud, il devrait entraîner ce que nous appelons l'évaporation, la condensation, formation des nuages et des pluies. Donc actuellement que l'humidité n'est pas possible, l'humidité est tellement inférieure, l'humidité est faible, et ça qui entraîne qu'il y a stagnation de cette chaleur-là et qui revient dans la nuit, et cela entraîne la sensation de chaleur au niveau des populations. Donc c'est en quelque sorte ce qui explique un peu la chaleur que nous ressentons. Il ne faut pas oublier que notre ville de Lomé fait partie aussi des villes qui a une atmosphère un peu polluante.
Donc par rapport à la pollution, cette chaleur-là qui devrait s'échapper dans la haute atmosphère revient et entraîne la sensation de chaleur au niveau des populations. Cette séquence sèche caractérisée par cette élévation de température a visiblement des effets néfastes sur les cultures et sur les activités humaines. Voilà pourquoi des mesures sont préconisées pour faire face à ce phénomène. C'était ces séquences sèches-là qu'on avait prévues et puis on avait demandé à la population vraiment d'utiliser ou bien de mettre, ceux qui ont déjà préparé leur terrain, de mettre les cultures vraiment qui résistent à la chaleur, qui résistent à la sécheresse, telles que l'arachide et puis le manioc. Pour des mesures à prendre, c'est de conseiller à la population, surtout pour les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les vieux, de prendre beaucoup plus de l'eau, de s'hydrater beaucoup, que ça va diminuer certaines conséquences néfastes au niveau de ces populations. Cette séquence sèche ne doit pas faire perdre de vue la prévision saisonnière initiale qui annonce des pluies abondantes à excédentaires cette année. Les populations sont donc invitées à suivre au quotidien les prévisions météo et à rester vigilantes face aux risques d'inondation. Dans le cadre de la mise en œuvre du PND, Plan National de Développement, le ministère de la Planification a enclenché des rencontres interministérielles d'information et de partage. Et cette semaine, il était question pour l'ONG Aide et Action Internationale de présenter ses domaines d'expertise en éducation et hors éducation. Les précisions avec Arnaud Kili. Cette rencontre de présentation d'offres de partenariat de Aide et Action Internationale a réuni autour du directeur de la planification les représentants de la primature, des ministères du développement et de la coopération, des enseignements primaires et secondaires, de l'enseignement technique, de la santé et de l'hygiène publique, des mines et de l'énergie, ainsi que de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les associations de femmes WILDAF, GF2D et la Fionto et Uonto étaient également de la partie. L'objectif principal de la rencontre était de faire connaître aux participants le contenu de l'offre technique de partenariat proposée par l'ONG Aide et Action Internationale dans le but de requérir leur accord de principe et adhésion pour traduire les projets en actions concrètes. Nous avons partagé ensemble dans une présentation très courte le contenu de nos domaines d'expertise et des expériences reçues que nous avons et en lien avec les défis que nous avons identifiés, 6 défis au niveau du plan national de développement du Togo. Nous avons proposé un contenu d'offres de partenariat et donc qui vont toucher donc plusieurs secteurs hors l'éducation qui est notre partenaire déjà habituel et traditionnel au Togo. Le directeur de la coopération bilatérale a salué l'initiative de l'ONG Aide et Action Internationale et l'alignement des priorités de son intervention au Togo sur les axes du plan national de développement PND qu'elle s'engage à soutenir. Dans sa dynamique d'impliquer les ONG dans la mise en œuvre du PND, le gouvernement, à travers le ministère de la Planification, a organisé cette séance. L'ONG Aide et Action a fait un certain nombre d'offres au gouvernement pour l'accompagner dans la mise en œuvre justement de ce PND. La séance de ce matin lance les revues des ONG que le ministère se propose de faire pour le compte du gouvernement. Donc, revue qui consiste à faire passer toutes les ONG qui sont actives sur le terrain, à nous dire un peu comme Aide Action l'a fait ce matin, à nous dire ce qu'elles font, les domaines dans lesquels elles travaillent. Donc, il s'agit concrètement de l'alignement des actions des ONG sur les axes du PND. À l'issue de cette séance de présentation, chaque département ministériel a manifesté son intérêt au regard de leurs priorités. Et soutenir
Dans l'actualité à l'étranger au Bénin, les élections législatives du 28 avril dernier se sont soldées par des violences inédites dans un pays pourtant réputé être un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. Et après des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, le calme est revenu à Cotonou depuis 2 jours. Retour ce soir sur un processus électoral marqué par un fort taux d'abstention avec Dodo Wari. Le Bénin serait-il en train de perdre sa notoriété démocratique en Afrique de l'Ouest? Il y a 5 ans, les électeurs avaient le choix entre au moins 20 différents partis et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les regards sont désormais tournés vers ce pays qui a voté dimanche dernier pour élire 83 députés parmi lesquels les candidats de 2 partis de l'opposition éligibles à la nouvelle loi électorale promue par le chef de l'État béninois Patrice Talon. La majorité n'a pas voté, certains bureaux de vote étaient pratiquement vides ou carrément fermés en raison d'un certain nombre d'incidents. L'absence de la majorité de l'opposition, le taux important d'abstention, tout porte à croire que ces législatives n'ont pas attiré de foule au Bénin. Peu après l'annonce des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale autonome, le Bénin était en ébullition. La ville de Cotonou a été le théâtre de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Des anciens présidents, notamment Thomas Boni-Yahi et Nicéphore Soglo, sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent un coup d'État institutionnel et réclament l'organisation d'un nouveau scrutin. Après 2 jours de violence post-électorale, les Béninois avaient encore l'espoir que l'institution habilitée à publier de vrais résultats rejetterait ces élections qui ont connu la participation de 2 partis de l'opposition, en l'occurrence l'Union progressiste et le Bloc républicain, considérés comme des partis proches du pouvoir de Talon. Et pourtant, les votes sont bel et bien validés. La Cour constitutionnelle relève 39 bureaux de vote fermés à cause des violences, plus d'1 million de bulletins nuls, soit un taux de participation d'environ 23%. Un faible taux de l'histoire démocratique du Bénin depuis les années 90. Les appels au calme et au dialogue se multiplient. Les diplomaties françaises et européennes déplorent les morts et invitent la classe politique qui reste divisée à la retenue et à la mise en place d'un dialogue apaisé. Pour l'instant, le président Talon doit faire face à d'énormes dégâts pour redresser l'économie béninoise. Jusqu'ici, le Bénin est considéré comme un modèle de la démocratie dans la sous-région ouest-africaine. Et c'est dans cette situation sécuritaire inquiétante que l'on a appris mercredi dernier l'enlèvement de 2 touristes français dans le nord du pays, dans le nord du Bénin. Une information désormais confirmée avec celle de l'assassinat de leur guide béninois. De la Pendjari que les 2 Français et leur guide ont été enlevés dans des circonstances qui restent encore à préciser. Leur voiture a été retrouvée brûlée à Diapaga, à une centaine de kilomètres au Burkina Faso. Les autorités ont retrouvé un corps qui pourrait être celui du guide béninois. L'enlèvement n'a pour le moment pas été revendiqué. Selon nos sources, les 2 Français pourraient être acheminés vers le Mali. Leur disparition qualifiée d'inquiétante avait été signalée mercredi. Ils n'avaient alors pas rejoint leur hôtel où ils étaient attendus. Le parc est situé dans le nord du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso, où la situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces dernières années. Si le Bénin est considéré comme un îlot de sécurité, ce n'est pas le cas de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. De nombreux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique opèrent au Mali et au Burkina Faso. Le 15 février dernier, 4 douaniers burkinabés et un prêtre espagnol y avaient été tués, renforçant ainsi les craintes. Selon plusieurs experts, ces groupes armés mènent une stratégie d'expansion et cherchent à multiplier les fronts. Les poches forestières et rurales du nord du Bénin et du Togo pourraient ainsi devenir une zone idéale de repli. Et parlons toujours de sécurité dans la sous-région, sachez que la lutte contre le terrorisme sera renforcée dans la sous-région du Sahel, dans la région du Sahel. L'Allemagne, par la voix de sa chancelière Angela Merkel, promet un important appui matériel et financier à la force conjointe du G5 Sahel. C'est le dossier géopolitique de cette édition. Il est signé Augustin Kossi. D'Angela Merkel dans le Sahel sur fond de menaces sécuritaires.
Du 1er au 3 mai, la chancelière allemande a effectué une visite dans 3 pays du Sahel. Au Burkina Faso, elle a pris part à un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel avant de se rendre successivement au Mali et au Niger. Au cœur de cette tournée, la lutte contre les migrations clandestines, le développement économique et surtout les questions sécuritaires. Alors que la sous-région fait face à une amplification des menaces et attaques terroristes, Angela Merkel est de retour après sa tournée d'août 2018 qui l'avait conduite au Sénégal, au Ghana et au Nigeria. Pour cette fois-ci, la chancelière est au Sahel pour parler non plus de business, mais de la sécurité et du développement économique. Un changement de paradigme peut-être pour marquer l'engagement de l'Allemagne en faveur de la stabilité du Sahel et du soutien à la force conjointe G5 Sahel. Au cours du sommet extraordinaire au Burkina Faso, elle a appelé les pays européens à consentir plus d'efforts pour les pays touchés par le terrorisme et annonce une aide de 7 à 10 millions d'euros. Au même moment, dans le Sahel, la situation sécuritaire se dégrade et les menaces terroristes se font sentir partout. Dans l'est et le nord du Burkina Faso, des milliers d'écoles fermées en raison d'attaques djihadistes qui menacent les enseignants. Au Mali, une double explosion a fait une dizaine de morts du 2 au 3 mai. Dans la foulée, 2 terroristes français sont portés disparus au nord du Bénin vers frontière Burkina Faso. Aux frontières Burkina Faso, Bénin et au Togo, les risques d'attaques terroristes ne sont pas exclus. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la bande sahélo-saharienne ne concerne plus seulement les pays du G5, mais une responsabilité partagée, car si le chaos prend le dessus, cela aura touché certainement tout le monde et les impacts se feront sentir dans plusieurs domaines. Devant la crise libyenne et la situation au Soudan, les grandes puissances ont donc intérêt à avoir une position commune de manière à geler l'approvisionnement des groupes terroristes à travers ces États en conflit. Et si l'on peut dire sans risque de se tromper que la chute du colonel Kadhafi reste la résultante majeure dans la montée en puissance du terrorisme dans la région ouest-africaine, il est donc clair que dans la situation actuelle, l'intérêt de la région doit être prioritaire. Comme quoi, si on n'a pas pu assurer le service après-vente en Libye en 2011, aujourd'hui, on pourra s'accorder en évitant une nouvelle dégradation de la situation. La sécurité et la coopération économique dans le Sahel doivent donc être liées et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme menée dans un élan de solidarité. Retour en page nationale et direction 5AC précisément à Timbour où le 23 avril dernier, le chef de l'État y lançait le projet de transfert monétaire. Et vendredi dernier, les populations de la localité de Timbour ont donc confié la réussite de des projets à Allah, le Tout-Puissant, à travers une prière spéciale. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Prière spéciale des dignitaires religieux musulmans de Saint-Quentin. Rencontre pieuse pour rendre gloire à Allah, le tout miséricordieux, pour ses bienfaits dans la vie des populations de Saint-Quentin et par là de tous les Togolais. Prière pour témoigner leur reconnaissance au Créateur qui a permis la réussite de la cérémonie du lancement des transferts monétaires. Cérémonie présidée personnellement par le chef de l'État, Fort Essozinanya Zingbe. Honneur à la préfecture de Saint-Quentin qui a accueilli l'événement dans la paix. Ils ont prié pour le chef de l'État afin que Dieu l'inspire davantage pour œuvrer au bonheur des Togolais. Nous avons prié tout l'événement qui a réussi à Timbour. Ce matin, on a prié Dieu pour que Dieu bénisse tout le Togo et le gouvernement du Togo. Nous sommes très contents. Nous remercions Dieu. C'est une manière de nous encourager de travailler de plus. Inch'Allah, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne encore de plus. Nous sommes prêts à travailler pour le développement de 50, c'est mieux que ce qu'il a déjà fait. Nous sommes très fiers, très contents. On va prier Dieu, fais mieux que ça, fais mieux que ça. Que Dieu nous garde. On remercie Dieu, que Dieu protège le chef de l'État, que Dieu protège le Togo.
Ils ont témoigné donc leur reconnaissance au chef de l'État qui a honoré les populations de la préfecture de Saint-Quentin par sa présence effective à Timbou. Événement au cours duquel il a décoré 6 fils de la préfecture. Une manière de les encourager à mieux faire, travailler davantage pour le développement de la préfecture et par là de tout le Togo. Un vin d'honneur à l'endroit des récipiendaires a été organisé. Le dessin était à l'honneur à la 8e édition du festival Mine de Crayon. Et durant 4 jours, les jeunes dessinateurs ont été initiés donc à l'art de l'animation du dessin. Le compte rendu avec Sonia Amini. Nous sommes à quelques mètres de Gibraltar, nous allons bientôt arriver. C'est l'histoire de 2 jeunes migrants clandestins et les conséquences qui en découlent que raconte ce dessin animé intitulé « Mieux chez soi ». Un chef-d'œuvre des participants à la 8e édition du festival Mine de Crayon. Durant 4 jours, ils ont appris les techniques pour réaliser ce genre cinématographique. Et je suis dessinatrice, pas encore artiste. J'aime beaucoup le dessin. On m'a parlé d'une formation en dessin. Et tout de suite, je me suis dit, c'est l'occasion de me former. J'ai appris beaucoup de choses dans le style manga, cartoon. Comment créer une bande dessinée, comment faire la stories, ensuite les planches, et plus dans la conception des dessins et de la stories, de l'histoire que vous voulez raconter à travers la bande dessinée. C'était vraiment très bien. Si l'édition de cette année s'est focalisée sur le dessin animé, c'est justement pour amener les artistes togolais à s'adonner à cette animation de plus en plus sollicitée dans le domaine. Nous sommes focalisés sur le dessin animé pour permettre aux artistes d'abord de savoir qu'avec le dessin animé, ils peuvent pénétrer le monde du cinéma et surtout de la création graphique et puis vivre de leur art. Ils sont souvent sollicités pour la production d'abord des planches, des storyboards et au-delà des créations de personnages qui sont au finish animés pour en faire un film de dessin animé. Donc il y a, je dirais, des débouchés qui leur permettront de se prendre en charge. Le festival Mine de Crayon entend produire à terme des films dessins animés afin de faire valoir les richesses de la culture togolaise à l'international. Ainsi se referme cette édition. Notez que demain débute le jeûne de Ramadan pour les musulmans du Togo et du monde. Et la télévision togolaise, par ma voix, leur souhaite donc un fructueux mois de jeûne. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté d'Aklakou dans les lacs. Au revoir.